concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain spécial mondial 2026. Alors, premier match de la journée, tranquillou, il est 21h30, on est plutôt pas mal les copains, on entame gentiment la journée avec... Bon alors, c'était sympa le match, mais on va pas se mentir les copains, le 5-0, en termes de suspense, on s'est quand même un peu ennuyé. Un peu, me permet un tout petit peu. Bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. On a besoin de ça pour faire vivre la chaîne. On a besoin de ça aussi pour faire vivre le débat. C'est plus sympa si vous êtes présents avec nous pour dire si, pour le coup, je raconte un peu n'importe quoi aussi. Si je suis plutôt dans le vrai, donc n'hésitez pas les copains. Si vous découvrez la chaîne, allez-y, abonnez-vous, on a besoin de ça. C'est ce qui va nous donner là aussi de la force et envie de continuer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, parce que pour le coup, au FC Copain, on parle toute la journée de foot, plusieurs fois. Donc voilà, j'ai fait mon petit point commercial les copains. On va pouvoir rentrer donc comme je l'ai dit dans le vif du sujet. Avec il y a même pas de question là pour le match, c'est juste que c'était trop fort en fait. C'était trop fort ce qu'on a vu de la part des Portugais et en face, bon, on peut m'expliquer comme on veut mais j'ai quand même la sensation que là c'est pour tous les défenseurs de la Coupe du monde à 32 et non pas à 48. Oui, quand on voit ce type de match, on se dit que oui, ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup. Je suis assez d'accord. Donc, on va rentrer, donc, comme je l'ai dit, dans le vif du sujet tout de suite avec les compos. Avec les compos, donc notre ami Roberto Martinez, il nous avait mis quoi, notre ami Roberto? Il nous avait mis un 4-2-3-1 assez classique, avec CR7 en pointe, bien évidemment. Avec retour de Ruben Dias en défense centrale. Je pense que ça, mine de, c'est un élément qui crédibilise un peu plus, je pense, la montée en puissance du Portugal. Pardon. Sur les côtés, on retrouve Nuno Mendes et Cancelo. Ça reste quand même du haut niveau, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça reste quand même du haut niveau. Au milieu de terrain, on se retrouve avec Neves et Vitinha, comme ils ont un peu l'habitude, même si au PSG, ils jouent à 3, mais ils ont les automatismes. Devant, un cran plus haut, on a Bruno Fernandes. Et sur les côtés, Pedro Neto et Joao Félix. Et enfin, notre bon vieux CR7 devant.
Alors après, je vais pas vous faire la compo de l'Ouzbékistan. Je suis pas d'accord. L'entraîneur Cannavaro aurait dû faire mieux. Non, je suis pas le malin. Hormis Kouchanov et Shomorodov, les copains, j'en ai pas. J'ai pas de, je les ai pas les joueurs ouzbeks. Donc juste voir qu'il y a un espèce de 3-4-2-1. On comprend vite que les deux pistons, enfin les deux latéraux, ils vont vite devenir pistons et ils vont vite devenir surtout des latéraux défensifs. T'as compris que voilà, l'Ouzbékistan, le plan, ça va être d'essayer d'aller gratter le plus longtemps possible le 0-0 pour éventuellement faire douter ce Portugal. Et alors, on va juste faire ça, c'est un peu flou. Moi, je veux bien entendre ça, mais le problème, c'est que le plan de jeu, bah, comme très souvent dans ce type de cas, quand il n'est pas respecté à la 6e, tu te prends le premier but, et après, tu fais quoi? Voilà. Bien joué, Canard. Bien joué, Fabio. Ah, Fabio, bien joué. Hein. Donc après, je vais pas faire le malin. Il pouvait peut-être pas faire autre chose avec son équipe. Peut-être que la marche était trop haute, pas de problème. Mais je le partage. Quand tu vois qu'au bout de 6 minutes, il y a ouverture du score de Cristiano Ronaldo. Bon voilà. Je pense qu'on peut comprendre très vite qu'à partir de ce moment-là, il y a plus match en fait. Et à partir du moment où il y a plus match, alors ok, hein, c'est sympa, ils vont s'en rajouter un deuxième, un troisième, quatrième, CR va se rajouter son doublé, et on va en parler parce que c'est important. Bien sûr, il y a aucun problème là-dessus, on peut totalement l'entendre. La seule chose, c'est juste que d'un point de vue extérieur, quand tu te regardes le match, bon oui. Allez, à la limite, tant qu'il y a que 1-0, tu peux te dire, on sait jamais, peut-être que l'Ouzbékistan tenant et machin. Mais à partir du moment où tu as le deuxième de Nuno Mendes qui arrive à la 17e, d'ailleurs, très joli coup franc. Très joli coup franc. Et bien joué, là, pour le coup, de la part de CR7, parce que quand j'ai vu ça, et pour ceux qui n'auraient pas vu le match, il y a coup franc, on va dire, aux 20 mètres, plus pour un gaucher qu'un droitier, un petit peu décalé côté droit. Et on s'attend tous à voir CR7. On s'attend tous à voir CR7 qui va nous allumer sa praline et qui risque de finir dans le mur ou au-dessus. Et en fait, ça a décontenancé les Ouzbeks parce que pour le coup, c'est Nuno Mendes les deux étaient, on va dire, sur des courses croisées. Et sauf que là, c'est Nuno Mendes, donc lui, pur gaucher, qui arrive, qui tire en plus côté fermé, donc le côté du gardien. Et il va te planter le but. Donc j'avoue, le gardien Nematov, bon, on peut pas se dire que c'est une référence. Maintenant, il y a ça. Après, Cristiano, il va s'en rajouter un autre. Donc c'est sûr que là, il y a quand même plus de facilité à partir du moment où CR te met le troisième et que après ça déroule. Bon, voilà, il y a plus de match en fait. Donc le débrief du match, il est assez rapide. Le Portugal a eu, il y a comment c'est pas que en fait ça nous intéresse plus, mais il y a allez, on va dire 99% de chances que le Portugal remporte le match. Et vu la faiblesse de l'opposition, vu la faiblesse du coach, du sélectionneur en face, j'avoue, compliqué de pouvoir espérer voir l'Ouzbékistan revenir. Et puis voilà, hein, je vous le dis, hein, c'est la suite logique. Quand tu regardes les stats, sur les stats, il n'y a pas de secret. Hein. Le Portugal, le momentum, ça sera ça. Quand on regarde le momentum, quand on regarde les stats, on se rend compte 66% de possession à 34, 2,41 à 0,25 de XG, 7 grosses occasions à 0, 17 tirs à 7. Ça va quand même être compliqué d'arriver à se dire que les Ouzbeks, ils ont réussi à faire illusion. Et évidemment, je l'ai dit, petite dédicace à Prozesinho avec qui j'ai eu
j'ai eu le débat tout à l'heure. Peut-être que ce type d'équipe-là, ce type de match-là te ramène à, OK, 48, c'est peut-être trop comme format parce que bah voilà, t'es ramené par les histoires de niveau. Et les histoires de niveau, bah oui, là quand tu regardes les stats froides, bah t'es bien obligé de voir que c'est 2,41 à 0,25, que c'est 17 tirs à 7, que bah, l'Ouzbékistan n'existe pas, hormis de très très rares occasions, mais vraiment de très très rares. L'Ouzbékistan n'existe pas en fait dans ce match. Donc ouais, c'est quand même un peu difficile. Hop, j'ai perdu la cam. Hop, les copains, on a perdu la cam, ça va être un peu compliqué. Ça va quand même être mieux. Ah, voilà. C'est sûr que ça plaide pas pour cette fameuse, comme je dis, Coupe du Monde à 48 de voir ça. Maintenant, de l'autre, si on est très factuel, rappelle, je sais pas, en 2002 par exemple, l'Allemagne colle 8-0 à l'Arabie Saoudite. Donc, et il y a aussi ce problème de niveau à ce moment-là où on se dit bon bah il y a des équipes, qu'est-ce qu'elles viennent foutre en Coupe du Monde. Donc ce problème-là, il a toujours existé. Je me rappelle je crois que c'est Haïti, je crois, ou Salvador. Non, ça doit être Salvador dans les années 80, en Coupe du Monde 82, qui s'en prend 7 ou 8 pour le premier match. Donc il y a toujours eu ce truc-là avec des équipes qui étaient beaucoup plus faibles, mais vraiment beaucoup plus faibles que les autres. Là, la seule chose, c'est que quand tu regardes, il y en a quelques-unes, et peut-être qu'il y en a plus que dans les autres Coupes du Monde. Logique, on est à 48, on a augmenté le nombre d'équipes. Mais ce type de match-là, comme on a vu cet après-midi, honnêtement, ils sont rares. Vraiment, c'est pas pour... j'ai rien à gagner à aller défendre une compétition si elle est pas bonne ou machin. Je donne vraiment mon avis en toute honnêteté. Ils sont assez rares, ces matchs-là, extrêmement déséquilibrés, où tu sens qu'il y aura pas match. J'en veux même pour preuve le Brésil-Haïti. Alors ok, ça termine en 3-0, mais quand tu regardes la prestation d'Haïti, aussi conjuguée avec le Brésil aussi qui était pas bon, mais le match est intéressant à suivre. Bien sûr que le suspense tombe vite, bien sûr, je vais pas les mentir et aller rajouter ça, mais par contre, il y a un intérêt dans le match. Là où ce soir, très clairement, je le dis, à partir du moment où tu as le premier but et tu as le premier but qui est inscrit et à la 6e par CR et que tu as le deuxième avec Nuno Mendes en plus qui t'attaque quand même le gardien sur son côté comme j'ai dit, là pour moi en fait le match n'est plus intéressant et en plus l'Ouzbékistan est pas en capacité de proposer autre chose. Donc c'est là où désolé, j'en reviens forcément à Fabio Cannavaro. C'est les diplômes de coach, si c'est juste pour mettre le 11 et leur dire les gars, les coronets sur la table, honnête, je pense que c'est à la portée de n'importe qui, hein, et voire même un Ouzbek. Hein. Je pense qu'allez pas vous saouler, allez chercher un nom. Vous pouvez, hein, parce que là vraiment on n'a rien vu. Vraiment, moi j'ai rien vu côté Ouzbek. Ok, je veux bien que l'équipe était en face était plus forte, pas de problème, mais le plan de jeu, la tactique, l'idée de jeu, je l'ai pas vu. Et déjà contre la Colombie, je l'avais pas vu. Hormis tenir, bon, je trouve que c'est quand même un peu trop limitant pour ce type d'équipe où évidemment comme je le dis, t'es pas favori du tout, t'as peu de chances de pouvoir l'emporter. Ok, pas de problème tout ça, je l'entends. Par contre, tu peux quand même un tout petit peu, je sais pas, c'est peut-être la seule occasion que l'Ouzbékistan fasse une Coupe du Monde, donc je sais pas. Oubriaco donc après les signaux qui nous dit yes, c'est le Salvador contre la Hongrie. Ouais, voilà. En Coupe du Monde 82, 10-1. Et je me rappelle qu'après, enfin, je me rappelle, je sais pas né, mais la légende voulait que c'est l'Argentine qui doit jouer et qui doit jouer le Salvador le match d'après. Et Diego promet qu'ils vont faire encore plus que contre la Hongrie. Ça avait gagné 2-0, je crois. Bon. Après, Diego. Voilà, donc il y a eu des équipes comme ça qui se sont pris des tôles, comme je l'ai dit. Maintenant, c'est pas interdit de pouvoir essayer quelque chose. Et j'en veux pour preuve le Cap-Vert. Alors le Cap-Vert, ils ont pas un potentiel offensif de dingo. Hein. Ils ont pas des joueurs véritablement de classe pour pouvoir, on va dire, se reposer sur.
Non, mais il y a quelque chose et même quand ils jouent l'Espagne, bah, on va dire la manière dont ils ont joué, allez, on va dire, vulgairement un peu le bus, ah, au moins c'était cohérent, c'était, il y avait, il y avait un truc où, c'était pas juste on est derrière et on va attendre. Là, vraiment, j'ai vu ça côté ouzbek et plus le match allait, plus tu te disais: «C'est quoi? C'est 3, c'est 4, c'est 5, c'est 6». Ça se termine à 5, mais comme ça peut se terminer à 7 ou 8. Parce que, voilà, alors tu regardes les stats, tu es bien obligé de constater que, c'est bien au-dessus. Maintenant, il y a une autre problématique qui pareil, qui est soulevée par, effectivement, où, José Signo, est bien présent dans ce débat, mais c'est vrai, s'il y a une problématique qui est lancée avec, ce fameux doublé de CR, heu, qu'évidemment, l'histoire est belle. J'ai fait, heu, j'ai fait un quart d'heure hier sur Messi, qui repousse les limites et je vous ai dit qu'il fallait, continuer d'en profiter. Je vais pas vous dire: «Non, ne le faites pas parce que c'est CR». Non, c'est encore dingue encore ce qu'il fait. Continue d'écrire l'histoire, il continue de repousser les limites, que ça soit en sélection, en coupe du monde et tout ça. Maintenant, ça ouvre une porte, ça ouvre une porte et c'est pas casser ou minimiser, on va dire, la portée la portée de la performance d'un Cristiano Ronaldo. Mais forcément, ces coupes du monde à 48 où tu peux avoir des équipes un peu, voire beaucoup, comme là c'est le cas ce soir, sparring partner, on peut avoir le truc de se dire, en gros, il y a un peu un storytelling pour que ces gars-là continuent encore, en tout cas pour cette coupe du monde là, à être performants et à continuer de nous faire rêver et à continuer d'entretenir la légende autour. Peut-être, peut-être, peut-être. Ça, je vais pas mentir, la FIFA, elle aime bien généralement ce genre d'histoire et elle aime bien se gargariser, de ce genre de pareil, de storytelling. Maintenant de l'autre, on est ramené aussi par un truc que je disais hier pour Messi, mais qui est valable aussi pour, 2 autres champions de ces âges-là, qui sont encore en activité comme LeBron James ou Novak Djokovic. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, on peut se dire: «OK, ils arrivent encore à performer, peut-être face à des adversaires à certains moments, moins forts, qui ont moins d'expérience, qui sont plus jeunes, qui ont pas la même culture du jeu et tout ce que tu veux». OK, pas de problème. Par contre, il y a quand même un truc à mettre à leur crédit, à ces gars-là, c'est quand même encore une fois la régularité et qu'à plus de 40 ans, être encore en capacité de mettre un doublé contre l'Ouzbékistan, il faut arrêter. Ça reste quand même une équipe, même si je l'étaye depuis tout à l'heure, ça reste une équipe, un minimum au niveau international, donc qui a réussi à se qualifier dans la zone Europe. Heu, ah non, Ouzbékistan, non, c'est pas non, non, c'est pas Europe, c'est non, non, qui est passé par la zone Asie. OK, non, bon, alors qui est quand même passé par la zone Asie. Dans la zone Asie, il y a pas non plus que des, il y a pas non plus que des mauvaises équipes, loin de là, on le voit bien, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, c'est pas que des peintres, l'Arabie Saoudite aussi. Si cette année l'Arabie Saoudite est pas dingue. Bref, il faut quand même continuer d'être performant et d'être compétitif et avoir une hygiène de vie parfaite. Alors ça, on le sait pour CR7, c'est le cas. Pour Messi, on le sait, peut-être moins dans l'excès, mais pour lui aussi. Mais oui, d'accord, il y a peut-être c'est peut-être, passe-plats qui sont mis avec, des équipes un peu trop faibles pour pour pouvoir les comment? Les, les servir. Mais de l'autre, excusez-moi quand même, hein, les gars, hein, faut quand même aller les mettre les buts, hein, faut quand même aller les avoir encore cette grinta, cette envie, cette niaque, avec l'âge. C'est pas tout le monde, quoi. C'est pas tout le monde. Donc, bien sûr, on peut toujours se dire que ça reste un doublé contre l'Ouzbékistan. Et oui, beaucoup de joueurs auraient pu le faire, bien sûr. C'est pareil pour Mbappé avec son doublé contre l'Irak hier. Oui, évidemment, surtout quand on voit la tête de son deuxième but. Oui, bien sûr. N'empêche que les buts, faut les marquer. Et si on commence à faire des nuances sur contre qui tu les as marqués, euh, contre quel gardien et tout ça, bien sûr que ça permet, et nous, ça nous permet aussi d'affiner et de voir un peu les joueurs à quel niveau véritablement ils sont. Maintenant, faut pas non plus bouder notre plaisir et de se dire quand même que CR, bah, et là, il vient quand même de nous taper encore un truc incroyable. Il a marqué Coupe du Monde 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026.
Ok, on peut toujours nuancer, c'est contre l'Ouzbékistan, c'est contre ceci, il est mis dans les meilleures conditions. D'accord. On parle d'un mec qui a marqué plus de 120, 130 buts en sélection. On se rend compte de ce que c'est. Un gars qui a plus de 250, enfin, quasiment 250 sélections. C'est des chiffres qui, pour moi, et comme pour plein d'autres, sont irréels quand tu as suivi le foot dans les années 90, 2000, ou déjà quand tu arrivais à 100 sélections, waouh, t'es quand même un sacré bonhomme dans ta sélection. Là, ces gars-là repoussent l'histoire, en fait. Donc, bien sûr, on peut nuancer, mais faut pas bouder notre plaisir en se disant que, ouais, mais bon, ouais, mais CR, ouais, il lui faut ses matchs contre l'Ouzbékistan. Et puis, il y a aussi le truc du sport. On va voir aussi ce qu'ils vont être capables de pouvoir faire, lui comme Messi, parce que c'est forcément le duel qui anime toujours tout le monde, tout le temps. Va falloir voir ce qu'ils vont être capables de faire en match à élimination directe quand le niveau va s'élever. Mbappé, on a la sensation qu'il va pouvoir parce qu'il est plus jeune et que lui, c'est plus un contexte, une conjoncture à ce moment-là qui fait que, oui, bah, il en profite un peu de ce changement de format et tout ça. Mais pour CR et pour Messi, ok, on peut se dire que c'est un peu des passe-plats, mais c'est ces matchs-là un peu faciles, même si faut préciser quand même, Algérie et Autriche, c'est quand même un peu plus fort que l'Ouzbékistan. Mais attendons de voir. Ne les condamnons pas directement. Et même si CR, j'ai des doutes, parce que sur la manière de jouer, son poste, son influence dans le jeu, fait que, ok, pour moi, ça peut passer contre pas mal de sélections, mais dès que le niveau va s'élever, non. Le petit retard dans les appels, dans la détente, dans la frappe de balle, dans l'exécution du geste technique lié à l'âge, pas du tout lié à son état physique ou tout ça. C'est juste son âge, en fait. Il fait que, bah oui, tu as plus de retard, tu peux pas être aussi performant que des mecs en face de toi qui vont avoir la caisse et qui vont avoir l'âge. Donc, on minimise pas. On précise juste que oui, ça reste un doublé contre l'Ouzbékistan, mais il faut quand même aller le marquer. Donc, encore une fois, chapeau à toi, mon CR. Mon CR. Bon, c'est pas mon CR, mais bon, on va dire ça. Autre petit truc intéressant, je pense aussi à parler dans le match des Portugais. C'est un peu bête à dire, hein, mais mine de rien, cette équipe, elle est quand même capable de proposer ça comme remplacement. Donc, à la mi-temps, t'as Cancelo qui sort pour Semedo. Alors, ok, Semedo a jamais été le latéral qu'on espérait à un moment, ok. Mais bon, ça reste quand même plutôt une valeur sûre. Après, tu fais rentrer Conceição à la place de Pedro Neto, donc on est globalement sur du kiff-kiff à mes yeux. Trincao qui rentre à la place de Joao Félix. Voilà. Quand même sur, pareil, un niveau de performance du remplaçant et du titulaire assez égal. Bernardo Silva qui rentre à la place de João Neves. Un quart d'heure, excusez-moi quand même, hein, c'est bien sympa. Alors ok, c'est plus le Bernardo Silva prime, mais quand même, faut quand même aller se le faire. Hein. Bernardo Silva, on le rappelle, qui signe au Real. Et puis bon, c'est mon petit moment avec mon petit chouchou. Mais tu fais sortir 83e Vitinha, tu fais rentrer Leao. Bon, désolé, hein, mais regardez la tête des 5 remplaçants. Semedo, Conceição, Trincao, Bernardo Silva, Rafa Leao. Il y a beaucoup de sélections qui sont capables de proposer ça comme remplacement. Je le dis, hein. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je mise sur le Portugal comme équipe pour aller au bout, c'est que tu as l'équipe type, peut-être avoir cette fameuse question de CR, mais pour moi, tu as l'équipe type et tu as le banc, en fait. Donc, une compétition comme ça, qui plus est maintenant à 48 avec un match supplémentaire, tu la gagnes avec ton banc. Et pour moi, le Portugal, vraiment, ils peuvent regarder beaucoup de sélections dans les yeux au niveau de la qualité de l'effectif. Par exemple, comparé à l'Espagne, on l'a vu, l'Espagne. Évidemment, si tu as tes meilleurs joueurs, et principalement Lamine Yamal, il n'y a pas de problème. Enfin, pas de problème. Toute équipe, on va dire, moyennement compétitive, tu vas passer. Par contre, dès que tu vas élever le niveau de jeu, je suis pas sûr que l'Espagne sans Yamal, elle puisse y arriver. Là,
où le Portugal, bien sûr, Portugal a besoin de ses individualités, mais je pense qu'ils sont en capacité, je reprécise, avec ce type de gars-là qui rentre qui rentre à la place des titulaires, vraiment, tu peux aller loin. Et je répète, pour moi, c'est un élément déterminant pour aller loin dans cette compète. Bon, un autre point aussi, mine de rien, il est quand même intéressant le garçon. Bon, plusieurs vont sûrement dire que c'est Cristiano Ronaldo avec son doublé qui est l'homme du match. Moi, chez moi, ça sera Nuno Mendes, les copains. Vraiment, j'ai trouvé. Alors, bien sûr, pareil, je vais pas redire, sinon je me reparaphrase à chaque fois. Bien sûr, le niveau en face était faible. Bien sûr, il n'y avait pas grand-chose. Bien sûr, ok, pas de problème. N'empêche que le match sur le côté gauche, il l'a fait, il l'a tenu. On est avec un gars qui a été bon en plus parce que le coup franc qu'il marque montre bien que tu as une arme supplémentaire avec un vrai pied gauche sur coup de pied arrêté. Et ça, c'est pas rien. Surtout si ça peut faire comprendre à CR7 d'arrêter de tirer tous les coups francs, c'est encore mieux. Voilà, donc il y a pas de les stats, elles sont pas incroyables en soi quand on les regarde. Voilà, évidemment il y a le but, mais bon, il y a pas de passe décisive par exemple. Et toute la partie défensive, comme je l'ai dit, ça joue l'Ouzbékistan. Donc on peut pas réellement dire waouh, Nuno Mendes a fait le match extraordinaire. Par contre, sur son activité, sur sa disponibilité et sur son entente avec les coéquipiers, ouais, Nuno Mendes, c'est vraiment du très haut niveau. Donc on découvre pas, on sait, il est double champion d'Europe avec le PSG, aucun souci. Mais quand même, Nuno Mendes, pour moi, c'est à préciser. Il a vraiment fait un excellent match. On va terminer avec le classement. Parce que là, je vous cache pas qu'il y a le Angleterre-Ghana qui vient de débuter. On va aller gentiment se mettre devant la télé pour regarder ça. Bon, au classement, alors évidemment, il va falloir attendre de voir le match Congo-Colombie ce soir, 4 heures du matin. Les copains, que ça aussi, c'est une sacrée belle affiche. J'avais mis dans les matchs à regarder dès le début du calendrier, mais ouais, Colombie-Congo, ça va être bien sympa. En fonction de ce match-là, le Portugal aura plus ou moins assuré sa qualif. Maintenant, on va pas se mentir, avec 4 points, un goal average de plus 5, bon, je vois pas dans quel monde le Portugal se qualifie pas et limite ne termine peut-être pas premier. Par contre, si la Colombie vient l'emporter contre la RDC, là, pour le coup, la Colombie prendra la première place et avoir le fameux dernier match entre le Portugal et la Colombie pour voir qui va s'imposer. Donc, ils ont le destin entre leurs mains. Il y a vraiment pas péril dans la demeure. Maintenant, on va regarder quand même gentiment ce qui va se passer ce soir pour le Colombie-Congo, RDC, pour bien voir la suite et savoir si le Portugal, ça termine premier ou deuxième. Et je le dis assez souvent, premier ou deuxième, ça te change ta compétition, ça te change ta phase de tournoi, de tableau. Attention. Et toute dernière chose, bon, j'ai été gentil avec la note du match. Franchement, j'ai mis 5,5. J'ai dit, il n'y avait pas de suspense. Très rapidement, les Ouzbeks, ils ont rien proposé. Bon, on va rester donc gentiment avec 5,5 parce qu'il y a un peu d'histoire avec CR qui nous met. Il y a 5 buts. Il y a un petit but de Rafa Leao. 6 quand même. Voilà, maintenant, c'était clairement pas le match du mondial. Et on veut moins, je reprécise, rien à voir avec le Portugal, ils y sont pour rien, mais on veut moins de matchs comme ça. Parce que les matchs où c'est autant déséquilibré, on s'ennuie. Voilà les copains, je vais m'arrêter là. On est à 30 minutes de live. Donc, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. En 30 minutes, cette victoire 5-0, je pense qu'on peut pas dire plus. Le Portugal est bien parti pour finir premier. Maintenant, attention pour ce dernier match contre la Colombie qui sera lui aussi sacrément intéressant. Alors que de l'autre côté, la RDC qui va jouer l'Ouzbékistan, je pense qu'on va plutôt avoir une belle victoire congolaise. Voilà les copains, moi je m'arrête là. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes.
Merci à Aubry Yako d'avoir participé, alias Aprosé Signaux. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes, comme je l'ai dit sur la chaîne YouTube, dispo en podcast dans quelques dizaines de minutes. Et puis, comme d'habitude, gardez en tête, pour FC Copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao.